Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour, bonjour à tous. Ancien Premier ministre, président, leader pour la paix, on va en parler dans quelques instants. Ne sortons pas de l'histoire, publié chez Michel Lafon. C'est votre nouveau livre, Monsieur Raffarin. Vous êtes un soutien d'Emmanuel Macron dans cette réforme au forceps des retraites, où on voit aujourd'hui la commission mixte paritaire qui doit enfin élaborer un texte qui devrait être voté demain, à condition que vos anciens amis républicains veuillent bien le voter. Vous commencez fort, hein? Oui, je suis un soutien du système par répartition et je pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire risque de le casser. Et on désigne toujours les riches comme responsables, mais ce n'est pas les riches qui souffreront le plus des systèmes qui seront les systèmes de remplacement de la répartition, c'est-à-dire la capitalisation. Oui. Et si on veut défendre la répartition, il faut défendre son financement. Comme on a de moins en moins de cotisants et de plus en plus de pensions, il faut bien faire un effort pour équilibrer le système. Oui, c'est assez simple. Mais beaucoup de vos anciens amis, je le disais républicains, disent oui, il faut une réforme, mais cette-là est injuste, notamment sur les carrières longues, il faut faire quelque chose d'autre. Olivier de Courson, tant d'autres qui disent on ne le votera pas en l'état. Je pense que les uns et les autres sont dans une course politique. On s'est donné une institution où le président de la République ne peut plus être candidat. Donc la campagne présidentielle est presque déjà commencée et tout le monde s'organise et se projette dans l'après-Macron. Et donc la vie politique devient nerveuse et agitée, alors que l'essentiel, nous sommes aujourd'hui dans une crise économique due en partie à la situation internationale, étonnamment la guerre en Ukraine. On a des tensions entre la Chine et les États-Unis extrêmement menaçantes. On a une Afrique qui est en situation très difficile dans sa relation avec l'Europe et avec la France. On est vraiment entouré de problèmes majeurs. Et pendant ce temps-là, nous, on prépare des élections qui auront lieu dans 4 ans. Oui, mais ça veut dire quoi? Que peut-être ça ne sera pas voté demain? Ça veut dire le 49-3? Ça veut dire quoi? Et oui, il faudra recourir au 49-3. Je pense qu'il faut que cette réforme passe. Donc, si la majorité peut se constituer, elle passera sans 49-3. Mais si il n'y a pas de majorité pour faire ça, les députés auront la responsabilité. Ils choisiront, soit ils vont à la dissolution, soit ils votent le texte. Et donc, c'est un choix stratégique important. Oui. Et 49-3 est là pour ça. Il est prévu dans la Constitution. Quand il y a un blocage, c'est pour sortir du blocage. Donc, je pense que le gouvernement a raison de ne pas souhaiter le blocage. Il vaudrait mieux qu'elle passe sans le 49-3. Mais le 49-3, c'est quelque chose, c'est une arme institutionnelle et constitutionnelle donnée au gouvernement quand le Parlement fait blocage. Oui, mais pour une réforme de cette importance, qui ne puisse pas être votée avec une majorité, ce serait un échec. Mais c'est un échec si elle ne passe pas, aussi. Donc, de toute façon, le gouvernement n'a pas le choix. Le gouvernement est obligé de passer cette réforme. Parce que l'échec du 49-3 est moins grave que l'échec d'une réforme qui ne passerait pas du tout. Oui, il peut y avoir une motion de censure derrière qui pourrait être votée plus largement par les oppositions, on qui aboutirait à de nouvelles élections législatives. C'est là on verra si on est capable d'avoir aujourd'hui une majorité alternative. Je ne crois pas qu'il y ait un pouvoir alternatif aujourd'hui. Je ne vois pas de majorité autour de M. Mélenchon. Je ne vois pas de majorité autour de Mme Le Pen. Je ne vois pas de majorité alternative. Donc, à un moment ou à un autre, on sera bien dans l'impasse. Donc, les députés devront en prendre conscience à un moment ou à un autre. Oui. Quand je disais que vous soutenez Emmanuel Macron, vous avez même dit que vous aimeriez qu'il puisse continuer après deux mandats. Non, j'ai pas dit pouvoir se représenter à nouveau, alors que la Constitution ne lui permet pas. Non, c'est une erreur d'interprétation qui a été faite de mes propos. J'ai dit que quand nous avions limité à 2 mandats, nous n'avions pas pensé qu'on était capable d'élire un jeune président de 44 ans à 58%, de l'empêcher de se représenter, c'est-à-dire on pensait qu'il aurait du courage parce qu'il n'avait plus d'élection, mais en fait il n'est plus le chef de guerre et il commence donc à être fragile, car les gens préparent les nouveaux chefs de guerre qui vont les conduire aux élections prochaine. Donc je dis qu'institutionnellement, nous avons un problème avec cette décision. Mais je ne dis pas qu'il faut que M. Macron fasse un 3e mandat. C'est institutionnellement, je pense que cette limitation à 2 mandats, elle mérite réflexion. Car le problème, c'est où le président est bon et on le garde, ou le président est mauvais, il faut s'en passer. Donc ce n'est pas la question ni de l'âge, ni de la durée du mandat. Mais vous avez publié aussi un autre livre, on va parler du nouveau, là, qui s'appelle Le leadership pour tous, chez Michel Lafon. Vous dites, au fond, finalement, on ne peut pas gouverner contre le peuple, parce qu'on vous dit, la réforme des retraites, par exemple, une large majorité des Français n'en veut pas. Là, le peuple, il est à l'Assemblée nationale, on a des institutions. Qu'est-ce que c'est que cette idée-là de populisme général? On a une république. Qu'est-ce que c'est que la république? La république, c'est que les électeurs, avec un suffrage universel, désignent des représentants. Et ces représentants sont élus donc par le peuple
et font la loi. Et cette constitution qui nous permet d'être organisés de cette manière prévoit un certain nombre de procédures. Donc nous sommes complètement dans la représentation du peuple. Et le peuple, ce n'est pas la rue. La rue, c'est une fraction du peuple. Le peuple, il est représenté aujourd'hui. La seule représentation physique du peuple, c'est le Parlement. Et le président de la République. Même si à la France Insoumise, on dit on n'a pas voté pour Macron pour ça, on l'a voté pour faire barrage à l'extrême droite. Mais la France Insoumise est pour moi dans une position d'extrémisme parce qu'elle n'a pas d'alternative. Qu'est-ce que c'est que l'extrémisme? C'est de déconstruire quand on n'est pas capable de construire. Et la France Insoumise aujourd'hui n'est pas capable de construire. C'est une minorité agissante qui n'a pas de majorité. Donc où est l'alternative à Emmanuel Macron aujourd'hui? Quel est le président qui peut avoir la surface politique qu'a Emmanuel Macron? On peut discuter Emmanuel Macron, je comprends tout ça. Mais c'est Madame Le Pen? C'est Monsieur Mélenchon? Où elle est l'alternative? On voit bien que si on casse ce système-là actuellement avant les élections présidentielles, on va dans un désordre qui va encore affaiblir le pays, alors que nous sommes, c'est l'objet de mon livre, dans une situation internationale extrêmement difficile. Et donc on va dans un monde vraiment où les gens ne nous attendent pas. Les Chinois, les Russes, les Américains ne nous attendent pas. Le monde ne nous calcule pas. Et donc nous, si on se sort soi-même de la réalité de ce monde, c'est nous qui seront en déclin et c'est nous qui souffrirons. D'ailleurs, le titre de votre livre, c'est « Ne sortons pas de l'histoire », publié chez Michel Lafon. Au fond, c'est quoi le risque? Vous dites il y a un espèce d'étau qui est entre les États-Unis et la Chine, où l'Europe, finalement, aurait une carte à jouer pour la paix. Mais vous dites, au fond, finalement, elle n'est pas au rendez-vous. Et finalement, elle joue perdant-perdant. Je pense que l'Europe n'a pas de stratégie. Et il est urgent de penser une stratégie. Parce que d'abord, nous avons la crise dans l'Ukraine. La crise en Ukraine, c'est une agression russe. Ça ne se discute pas. Mais c'est une première victime, qui est le peuple ukrainien, massivement victime. Mais derrière, il y a une deuxième victime. C'est l'Union européenne, qui a de l'inflation, qui a une crise de l'énergie, et qui commence à avoir des divisions importantes. Car quand les peuples d'Europe ont peur, ils appellent les Américains. Et le projet de défense européenne, de souveraineté européenne qui était porté par l'Union européenne, eh bien aujourd'hui il est un peu cassé, puisqu'au fond, pour être protégé, c'est l'OTAN qu'on appelle. Plutôt que d'avoir une politique européenne, on voit bien que beaucoup de pays préfèrent la protection de l'OTAN. Donc notre projet européen aujourd'hui est extrêmement fragilisé. Pendant ce temps-là, nous sommes pris en tenaille par une Chine qui ouvre son marché en fonction des satisfactions politiques qu'ils obtiennent, et les États-Unis qui veulent nous régimenter par le dollar. Au fond, l'extraterritorialité des lois. Les États-Unis veulent qu'on applique les lois dès qu'on touche au dollar. Et donc, on est dans cette situation. Les États-Unis nous ont imposé de fermer Total en Iran, comme ils nous ont imposé d'ailleurs de fermer des usines PSA. Donc, nous sommes face à des pressions de la Chine et des États-Unis. Et la seule façon de résister à tout ça, c'est d'avoir un projet européen. Si on n'a pas de projet européen, ils vont s'organiser sans nous. Soit les Chinois et les Américains vont à la guerre et nous serons dans une situation tragique, soit ils s'entendent et ils s'entendront sur notre dos. Oui, donc on est je disais perdant-perdant. Perdant-perdant, sauf si nous avons une stratégie européenne puissante, que nous participons à l'équilibre du monde. De ce point de vue-là, il me paraît important d'avoir un dossier stratégique avec les États-Unis. Et pour moi, le dossier stratégique, c'est la défense et la promotion dans le monde de la démocratie, mais la modernisation de la démocratie, la correction des démocraties, parce qu'on voit bien que les démocraties aujourd'hui sont fragiles. Et donc là, on a un grand chantier de moderniser nos démocraties, de les rendre plus efficaces. Et puis de l'autre côté, avec la Chine, à mon avis, c'est le développement de l'Afrique, car il n'y aura pas d'Europe heureuse si l'Afrique est malheureuse. Et on voit bien que nous n'avons pas suffisamment de moyens et qu'il faut un accord multilatéral de l'Europe, de la Chine et de quelques autres pour aider les Africains à faire un développement de l'Afrique pour les Africains. On va parler d'ailleurs des Africains dans un instant. Mais vous dites au fond, l'Europe doit s'inventer un leadership. France-Allemagne, on doit passer du couple au contrat. Vous dites qu'il doit y avoir un sursaut français. Vous dites qu'il faut bien restaurer la politique contre la violence. On a l'impression que vous faites un état des lieux évidemment catastrophique. Vous dites au fond, on est au bord du gouffre. Mais nous sommes au bord du gouffre. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? La guerre est de retour en Europe.
Et avec la guerre, il y a tous les maux de la guerre. Il y a et parmi le mal le plus important de la guerre, souvent, sont les divisions qu'elle crée partout, y compris dans les familles. Et donc, on voit bien que nous sommes relativement à l'ouest de l'Europe protégés aujourd'hui, mais un grand nombre de peuples européens sont très inquiets de leur propre avenir. Des peuples frères, les Suédois, et les Hongrois, les Polonais, un certain nombre de peuples aujourd'hui sentent que le continent européen est extrêmement fragilisé. Et tout ça avec une indépendance de l'Europe qui est de plus en plus suspect. On nous accuse d'un côté d'être les alignés des États-Unis, de représenter les États-Unis sur le continent européen, et de l'autre côté, on nous approche à être obsédés par le marché chinois pour nos grandes entreprises qui ont besoin de la Chine. Et donc on est accusé de partout si on n'a pas une stratégie. Et la stratégie, pour moi, elle est assez simple. Il y a dans le monde entier un consensus. Le consensus, c'est la planète qui est l'objet numéro 1 de la politique. Au fond, moi, quand j'ai commencé à faire de la politique, la planète n'était pas un objet politique. Aujourd'hui, les jeunes du monde entier, à Singapour, à Shanghai, à San Francisco, ils sont tous obsédés par cette question, défendons la planète pour défendre l'humanité. Il y a eu cet accord de Paris qui est la base un peu de cette première grande mobilisation. Et donc je pense que si nous étions le pays, le continent qui est le plus exemplaire dans l'application des accords de Paris, qui est le leader de la protection de la planète, nous serions entendus dans le monde entier. Et donc il nous faut une stratégie. Sans stratégie, nous ne serons pas écoutés. Et pour ça, il faut choisir d'être leader en quelque chose. Est-ce qu'on peut être leader en agriculture? On le fut, on ne l'est plus. Est-ce qu'on peut être leader en industrie? Est-ce qu'on peut être leader dans les services? En quoi pourrons-nous être leader? Nous pouvons être leader aujourd'hui dans l'application des accords de Paris, dans cette planétisation de la politique. Et là, je crois que à ce moment-là, l'Europe sera protégée. On ne s'est pas vu comme un continent de puissance. On a cherché à équilibrer nos forces. On a chargé, on le voit bien sur le marché, à ce que nos grands monopoles, nos grandes structures importantes, nos grands groupes soient fragilisés. On n'a pas voulu développer, comme les Américains, comme les Chinois, des très grands groupes. Donc on a une situation aujourd'hui où l'Europe doit se penser puissance, elle doit chercher dans quel domaine elle peut être leader, car elle ne sera pas leader en tout domaine. Et il y a un domaine sur lequel nous avons toutes les cartes pour être leader dans le monde, c'est l'application de l'accord de Paris, le mieux dans le monde, et de faire en sorte que la planète soit au cœur des consciences politiques. Sinon, c'est quoi? Parce que vous citez le pape François dès le début de ce livre, vous dites, il a dit la guerre en Ukraine c'est la 3e guerre mondiale, et vous dites, il a raison. Qu'au fond, vous dites, on est déjà dans la 3e guerre mondiale. Je pense qu'on n'y est pas directement, mais indirectement, tous les ingrédients sont en train de se rassembler. Parce que nous sommes naturellement intervenants dans cette... Nous ne sommes pas belligérants, mais notre soutien, je ne le conteste pas du tout, ce soutien, il faut le soutenir. Ce soutien. Je soutiens la démarche de Zelensky. Zelensky, il veut des victoires militaires avant d'aller à la négociation. Donc ça, je comprends tout à fait, et je pense qu'il a raison, et nous le soutenons dans cette logique-là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la guerre sera certainement longue. Et si la guerre est longue, nous allons en souffrir tous, et que le projet européen va en souffrir encore davantage. Et donc, plus la guerre sera longue, plus il nous faut une stratégie pour que l'Europe puisse résister à toutes ces mobilisations qui se font dans le monde et qui ne sont pas favorables ni à l'Occident, ni vraiment à l'Europe. Vous voyez ce qui se passe en Afrique. Regardez notre continent européen. Au sud, on a l'Afrique. À l'ouest, on a les États-Unis. À l'est, au sud-est, on a la Chine. Et au nord-est, on a l'Ukraine. On n'a que des foyers qui sont des foyers, quand même, qui contestent la légitimité qui est la nôtre. Oui, leader pour la paix, hein, vous présidez... alors, vous étiez d'ailleurs à Abidjan, Côte d'Ivoire, il y a encore quelques jours, Monsieur Raffarin. Vous avez promu l'école itinérante de la paix, c'est-à-dire qu'au fond, vous dites il faut aider à former des jeunes Africains à un certain nombre de cours. En fait, c'est vraiment des cours que vous proposez. Pourquoi, en fait? Vous voulez créer une nouvelle élite en Afrique, quelque chose? Il y a des écoles de guerre partout, il n'y a pas d'école de paix. Oui. La paix, c'est un travail. La paix, ça s'apprend. La paix, ça se travaille. La diplomatie, les relations internationales, la médiation, la protection de la dignité des autres. Ce sont des idées qui ne sont pas ni européennes, ni africaines. Ce sont des idées mondiales. Donc notre organisation, elle n'est pas européenne, elle est autant africaine. On travaille avec des Africains, y compris, qui donnent des cours. Et où, en fait, on va partout dans le monde pour essayer de développer la conscience de la paix et la nécessité de travailler la paix. Et donc cette école, elle est... fondée par 40 leaders, mais avec, donc, il y a une dizaine d'anciens premiers ministres, une dizaine d'anciens ministres des Affaires étrangères, des diplomates, des chefs d'entreprise. Et puis, il y a un accord que nous avons passé avec des académies, enfin, un certain nombre d'universités, Sciences Po Paris, l'Université de Genève, l'Université du
Caire, un certain nombre de l'Université du Latran, avec lesquels nous travaillons pour constituer une pédagogie de la paix. Moi, ma conviction, c'est que la paix, ça s'apprend un peu. Et je crois que les jeunes aujourd'hui, justement, tous ceux qui sont dans cette conscience moderne de la planétisation, justement, des consciences, je pense que ces jeunes-là, il faut qu'ils développent, qu'ils se musclent pour ne pas rentrer dans les processus de guerre qui sont les processus de la facilité, mais qui nous conduisent au désastre. Oui, oui. Et là, vous allez à partir de dimanche en RDC, vous allez à Kinshasa. Qu'est-ce que vous allez dire finalement aux Congolais aujourd'hui? On voit une situation extrêmement difficile, notamment au nord du pays. Vous parliez de paix, et ben là, c'est souvent la guerre. Et une situation où la France est de plus en plus rejetée. Oui, mais c'est pour ça que il faut aller là où les situations sont difficiles et il faut y aller là avec un esprit de paix, c'est-à-dire une écoute. On ne vient pas là donner une leçon, on ne vient pas là donner des solutions, on vient écouter. Et ce qu'on veut dire, c'est que cette violence qui est dans la société, dans ce territoire, mais comme dans beaucoup d'autres aujourd'hui, cette violence-là, elle est un peu la sœur de la guerre. Ça commence par la destruction de l'autre, la remise en cause de l'autre, le non-respect de l'autre. Et c'est comme ça que naît la guerre. Et donc nous pensons qu'il faut une action forte contre la violence, faire en sorte qu'il y ait des formes de justice qui puissent donner une organisation et un respect de l'État pour que les coupables de violence soient vraiment écartés. Oui, mais là, on voit l'influence russe, chinoise, surtout russe, et milice Wagner notamment, en Afrique, sur ce qui était auparavant un peu, on va dire, des précarés de la France. Absolument, mais nous pensons vraiment qu'il faut qu'il y ait une voie qui est une voie de paix dans cette affaire et de ne pas chercher à avoir des milices contre des milices, l'accélération en permanence de la violence, la violence ne conduit nulle part. Donc on va essayer d'écouter les uns et les autres et de discuter avec ceux qui portent un peu ces messages de paix et pouvoir être attentifs et voir ce dont ils peuvent avoir besoin au sein de la communauté internationale comme soutien. Oui, mais l'Afrique est dans l'histoire aujourd'hui, l'Afrique est essentielle. Bien sûr. L'Afrique est dans l'histoire, mais l'Afrique a des défis considérables qu'elle ne pourra pas résoudre tout seule. Et c'est je dirais, le bonheur de l'Afrique, c'est un problème mondial aujourd'hui. On a tous intérêt à ce que les Africains construisent leur propre avenir. Il va y avoir 1 milliard de jeunes d'ici la fin du siècle à intégrer. Et il ne faut pas que le terrorisme soit la principale force d'intégration. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. C'est pour ça qu'on propose une action multilatérale. Et c'est pour ça qu'on propose que, notamment l'Europe, la Chine, qui sont très présentes en Afrique, travaillent ensemble pour éviter un certain nombre de dérives que nous avons connues dans le passé. En fait, cet esprit de paix, il faut le développer partout dans le monde pour faire en sorte que nous soyons conscients qu'aujourd'hui, cet esprit de radicalisation qu'on sent partout, le Capitole, les Gilets jaunes, le Brésil, on sent partout qu'il y a une sorte de lassitude de la paix, de lassitude de la situation paisible, et que tout le monde a presque envie d'aller se frotter aux autres. Mais tout ceci, ça conduit au désastre. La violence n'est jamais un chemin dont la perspective est bonne. Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin, donc président des Leaders pour la Paix, qui va se rendre donc à nouveau en RDC en fin de semaine et qui publie Ne sortons pas de l'histoire chez Michel Lafon, votre nouveau livre avec Claude Leblanc. Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin d'avoir été avec nous. Merci à vous.